bonjour. Est-ce que l'intervention, les bandelettes urinaires se font ici à Fleuve? Les bandelettes urinaires pour l'incontinence, elles se font ici à Fleuve? Bien sûr. À Achlef, non. Achlef, pas encore. En fait, la question de la bandelette. D'abord, il faut comprendre ce que fait la bandelette. La bandelette, elle mime un peu l'action. Il y avait une diapo que j'ai pas montrée, mais elle mime un peu l'action du hamac, du plancher pelvien. Donc, il va comprimer sur l'urètre. Quand ce plancher pelvien est faible, on va s'aider d'une prothèse, un matériel non résorbable, en bande, qui va comprimer un peu cette urètre. Le problème, c'est que cette chirurgie, donc, elle va traiter, oui, elle va traiter l'incontinence, mais le souci, c'est que ça a des effets secondaires qui peuvent être vraiment invalidantes. Et même les sociétés savantes actuellement, ils sont en train de revenir dessus. Hein. L'indication de la bandelette recule vraiment ces derniers temps. Et puis, la bandelette, il faut penser, quand il y a association d'incontinence urinaire avec un prolapsus génital, notamment la cystocèle, parfois, ce prolapsus, il peut masquer l'incontinence. Et donc, quand on va opérer ce prolapsus, on va faire monter la vessie. La vessie, auparavant, elle faisait office de hamac par sa face postérieure. Elle comprimait un peu l'urètre. Et donc, quand on soulève cette vessie, quand on traite le prolapsus, elle n'était pas incontinente, elle devient incontinente. Ce qu'on appelle une incontinence masquée. Et c'est là, justement, où intervient le rôle de la bandelette. Donc, on est souvent amené, souvent, une certaine proportion, on est amené à traiter l'incontinence masquée après le traitement d'un prolapsus. Et le traitement, entre parenthèses, le plus codifié actuellement, le gold standard, c'est la bandelette urétrale. Achlef, il se fait pas parce que il faut quelqu'un de très bien entraîné. Je pense que donc il faut avoir fait au moins une quinzaine de cas. C'est une courbe d'apprentissage qui est pas très longue. Par contre, il faut assumer les complications. Il y a même des divorces qui sont survenus sur des bandelettes. Vraiment, ça peut être catastrophique. Je vous dis, les sociétés savantes sont en train de revenir dessus. Bien sûr qu'il y a d'autres méthodes. Oui, il y a d'autres méthodes, notamment, alors à part les bandelettes, il y a les méthodes douces qu'il faut commencer avant la bandelette, c'est la rééducation périnéale. Et il y a aussi le fait de changer de mode de vie quand on joue sur l'obésité. Il y a aussi, des fois, les traitements hormonaux peuvent agir sur la coaptation urétrale, même si c'est pas vraiment flagrant. Mais tout ça peut agir. Tout ça peut agir. Voilà. Ouais. C'est Dr Triki. Donc, lors de notre cursus, lors de notre stage, on a remarqué que plusieurs femmes font des incontinences urinaires suite à des épisiotomies. Parce que les épisiotomies sont en général faites de manière anarchique. Je vous le dis carrément. Parce que les gens n'ont pas une maîtrise de l'acte. J'aurais aimé, est-ce que vous nous donniez au moins une méthode ou une technique pour éviter ce genre d'incident? Est-ce qu'il y a des conséquences sur la femme par la suite? En fait, il n'y a pas que l'épisiotomie. Alors, l'épisiotomie, je peux pas en parler, c'est pas ma spécialité. Comment la faire, comment bien la faire, où sont les limites de l'épisiotomie, je peux pas en parler. Par contre, il faut savoir d'abord que ce n'est pas seulement l'épisiotomie qui est génératrice d'incontinence urinaire, c'est tous les traumatismes obstétricaux. On dit que le premier accouchement est décisif. Si le premier accouchement était laborieux, gros poids de naissance, instrumental et tout le reste, là, vraiment, cette femme, elle a beaucoup de malchance d'avoir une faiblesse du hamac. Donc, pourquoi on a de l'incontinence après une épisiotomie ou après des accouchements multiples ou après un accouchement instrumental, laborieux? Donc, pourquoi l'incontinence, c'est l'apanage de la femme, justement? C'est parce que tout cela, tous ces facteurs vont fragiliser le muscle élévateur de l'anus. Il va se désinsérer, il peut s'ischémier, il devient plus fragile avec l'âge pour la femme et les facteurs hormonaux. Donc, tout ça fragilise ce hamac et nous ramène au prolapsus et à l'incontinence. Maintenant, par rapport à l'épisio, franchement, je pourrais pas vous dire. Sinon, bien sûr, éviter les traumatismes obstétricaux. C'est tout ce que je peux dire, franchement. Voilà. Moi, j'ai une question à poser. Je laisserai répondre à l'épisiotomie, tout ça.
Moi, je vous donne une petite expérience que nous avons au niveau de notre établissement privé. Nous avons commencé peu à faire des rééducations pour les incontinences urinaires. Premièrement, il faut les diagnostiquer, les dépister. C'est pas facile, une femme, de vous dire que je perds les urines. Donc, il faut aller chercher ce type de femme. Et maintenant, dans notre interrogatoire, on pose cette question et on laisse, on a créé une consultation en quelque sorte d'incontinence. Lorsque une femme accuse une incontinence, on l'oriente directement et commence à avoir de très bons résultats avec cette rééducation. Et tout pour l'épisiotomie, je laisserai notre professeur répondre. Merci de me donner la parole. Moi, je crois que je rejoins le docteur Djoudi qui a dit que l'accouchement, certes, il peut être à l'origine d'une incontinence urinaire, mais beaucoup plus par altération du plancher pelvien lors du passage du mobile fœtal. Tout simplement, les accouchements dystociques particulièrement. Et donc, l'épisio en elle-même, de façon isolément, elle ne donne pas du tout d'incontinence urinaire parce que là, on agit sur le périnée postérieur. Mais surtout, moi, je crois qu'il faut intégrer, comme l'a dit Dr Rajar, après l'accouchement, il y a un relâchement inévitable du plancher pelvien. Dû à ces poussées, à ce temps de poussée qui est quand même assez long, parfois assez laborieux, extraction instrumentale et tout ça. L'épisode n'est pas sans complications, mais c'est d'autres considérations. Donc, il faut intégrer le diagnostic de l'incontinence urinaire dans les 3 premiers mois. Ça, c'est important. Nous, on n'en parle pas du tout. Et puis, surtout, intégrer la rééducation périnéale. Ça, c'est une clé de voûte pour éviter l'installation des incontinences urinaires plus tard dans la vie de la femme à un certain âge. Je crois que c'est ça. Par contre, ce qui est de l'épisio, je crois que dans nos pratiques obstétricales, on a tendance à faire beaucoup d'épisos. J'imagine qu'il y a beaucoup de sages-femmes ici. On a l'impression que l'épisiotomie va faciliter l'accouchement. Or, c'est pas vrai. L'épisio doit avoir ses propres indications. Et donc, il faut l'éviter au maximum. L'épisio devrait être faite au moment du dégagement, quand il y a le blanchiment du périnée, parce que si on ne coupe pas, il va se déchirer. Donc, il vaut mieux couper un périnée qui risque de s'éclater, auquel cas vous ne pouvez pas le réparer. Et quand bien même il n'y a pas de déchirure, l'étirement excessif de la fibre musculaire du périnée va être complètement disloqué. Donc, même s'il n'y a pas de déchirure macroscopique, mais à la longue, il va y avoir un relâchement irrécupérable. Ça peut générer beaucoup de problèmes, même un relâchement du sphincter anal, pour vous dire. Ben voilà, c'est ce que j'avais dit. Dans le même ordre d'idée, professeur, à qui adresser notre malade qui a cette incontinence? Un urologue ou un gynécologue? Ben, je crois qu'on se partage la tâche, mais je crois que les femmes, quand elles ont un souci d'incontinence urinaire, elles ont tendance beaucoup plus à aller vers le gynéco. D'ailleurs, nous, au niveau d'Alger, je connais qu'Alger, pratiquement tous les services de gynéco-obstétrique reçoivent les incontinences urinaires. Ils les traitent soit de façon médicamenteuse, quand il y a lieu de les traiter de façon médicamenteuse, et sinon aussi, ils les prennent en charge sur le plan chirurgical. Là, je vais rebondir juste sur votre réflexion concernant les bandelettes sous-urétrales. Donc, il y a une indication qui est bien précise. C'est le déplacement de l'enceinte urétrale vers le bas, qui n'est plus dans l'enceinte manométrique automatiquement, donc il va y avoir une incontinence urinaire. Donc le rôle de la bandelette, comme vous l'avez bien expliqué, c'est de remonter ce col vésical dans l'enceinte manométrique. Et sincèrement, moi, il y a des collègues ici qui sont dans la salle, on en fait régulièrement des bandelettes sous-urétrales. À ce jour, on n'a pas dénombré de complications particulières. C'est vrai qu'il y a un recul par rapport à tout ce qui est mèche, donc les bandelettes, et la seule qui a été maintenue dans les recommandations, ça reste la bandelette sous-urétrale.
Moi, je voulais juste rajouter une autre réflexion sur l'apparition de l'incontinence urinaire. Oui, l'accouchement est la première cause des incontinences urinaires. Mais il y a aussi la susceptibilité personnelle, vu qu'on voit assez maintenant avec les utérus cicatriciels qui sont noyés, qui noient le marché, il y a la susceptibilité individuelle sur l'élasticité, comme a bien dit Madame professeur Madassi. Même si on ne voit pas la déchirure est là. C'est comme un élastique qu'on est en train de mettre sous tension. Donc, il ne faut pas occulter l'incontinence urinaire, c'est les utérus multicicatriciels par susceptibilité individuelle. Je voulais juste préciser, donc j'avais dit que le premier accouchement était décisif. Donc, l'apparition de l'incontinence, la fragilisation du hamac, dépend beaucoup, selon les études, du premier accouchement qui a été fait. Et non pas, il dépend plus du premier accouchement, de la dystocie du premier accouchement, que du nombre d'accouchements qui est réalisé. Et au même moment aussi parmi les facteurs qui sont incriminés aussi, bien sûr, l'élasticité de ce muscle qui peut augmenter avec l'âge, avec l'infiltration de collagène, hein, donc quand on devient vieux. Donc, et c'est, dans ce cas, on a beaucoup plus d'incontinence mixte, parce que même le sphincter, il est atteint, il devient flasque, et aussi, bien sûr, le hamac qui devient faible, avec l'âge ou avec les hyperélasticités dans les syndromes d'Ehlers dans l'os ou de Marfan, donc on voit aussi des incontinences. Est-ce qu'il y a une autre question pour le docteur Joudy, pour qu'on puisse le libérer, qu'il fasse son atelier? Salam alaikum. Concernant le syndrome urinaire qui se manifeste avec une pollacurie, dysurie et douleur impérieuse à la miction. C'est une femme âgée, mais qui récidive à chaque fois. Donc, en l'examinant, j'ai pensé que c'était une incontinence urinaire, mais j'ai trouvé une petite tuméfaction au niveau du méa urétral, à l'orifice urinaire. Donc, elle a bien confirmé qu'elle a subi une petite intervention en enlevant le polype, en enlevant un polype, et ça récidive. Quelle est la conduite à tenir? Je peux pas savoir, sincèrement, il faut examiner. Enfin, le message que je pourrais donner, c'est que là, c'est une patiente qui vient avec des syndromes du bas appareil urinaire. D'abord, c'est une femme qui est vieille, qui a une pollakiurie manifestement et des petites brûlures mixtionnelles. Donc, moi, je mets en avant, selon ce dont on est en train de parler aujourd'hui, je mets en avant les symptômes de la phase de remplissage. Donc, l'incontinence ou la pollakiurie, si vous voulez. Donc, elle urine beaucoup et des fois, elle perd même ses urines. Là, je vais chercher, est-ce qu'elle est incontinente ou pas? Et cette incontinence, elle relève de quoi? Est-ce que c'est une incontinence par urgenturie ou une incontinence à l'effort? Comment je fais la différence? D'abord, je demande à la patiente, est-ce que cette incontinence, si on parle d'incontinence, hein, est-ce que cette incontinence, elle survient avec une petite envie avant que les urines fuient? Est-ce qu'il y a une envie d'uriner avant ou il n'y a pas du tout envie? Est-ce qu'elle survient au moment de l'effort ou pas? Et après, on doit examiner un examen gynécologique. Et l'examen gynécologique, il est très important, que ce soit dans le cas de l'hyperactivité vésicale, donc de l'incontinence par urgenturie, ou dans le deuxième cas qui est l'incontinence à l'effort. Et l'examen clinique, dommage, j'ai pas eu le temps de m'attarder dessus, mais il faut voir, d'abord il faut tester la force du muscle releveur de l'anus en mettant nos doigts et en demandant à la patiente de comprimer sur notre doigt. On a un petit aperçu, un testing musculaire si vous voulez, de ce muscle releveur de l'anus. Et en même temps, on lui demande de faire des efforts pour voir si elle perd ses urines ou pas. Là, on sait s'il y a une incontinence urinaire d'effort ou non. Par rapport à votre question, franchement, je pense que c'était une hernie de l'urètre ou un polype. N'importe quelle épine irritative du bas appareil urinaire peut provoquer une pollakiurie ou un syndrome d'hyperactivité vésicale. Il faut voir de ce côté, mais ça n'empêche pas un bon examen clinique, voire même des fois une cystomanométrie.
Merci, docteur. Pour rajouter, il ne faut pas oublier l'hypoestrogénie chez la femme ménopausée. Surtout, c'est la conséquence de l'hypoestrogénie. vrai La que j'ai- dysurie, l'impériosité émictionnelle, l'aspect irrité du méa urinaire font partie donc de l'hypoestrogénie extrême, surtout que c'est une dame assez âgée. Et normalement, c'est professeur Forold. Justement, la deuxième présentation qu'il a évoquée, je vous remercie. Dans ce cas, juste un petit détail, je pars. Merci beaucoup. Donc, dans ce cas, Nico. Dans ce cas, en cas de ménopause, donc il y a il faut imaginer un peu une mauvaise vascularisation de l'urètre et du méa. Et dans ce cas, donc il y a une mauvaise coaptation, une mauvaise fermeture du méa. Cette mauvaise coaptation, elle contribue à l'incontinence d'un côté. Et puis, c'est un cercle vicieux. Ça va aggraver. Pourquoi? Parce que quand cet urètre, il est un peu ouvert, il y a une petite fragilisation du releveur de l'anus. Donc, il y a toujours des petites gouttes qui sortent un peu à l'urètre et ça irrite. Et donc, ça va provoquer aussi une contraction, des contractions aléatoires du détrusor. Et donc, on tombe dans l'incontinence urinaire mixte. Non seulement par mauvaise coaptation de l'urètre, donc fragilisation du sphincter, si vous voulez, à l'effort, mais aussi même par urgenturie, puisque ces petites gouttes d'urine qui vont descendre dans l'urètre vont toujours stimuler continuellement donc l'urètre pour provoquer des contractions et tomber dans le syndrome d'hyperactivité vésicale. Traitement, bien sûr, j'ai pas mis l'accent parce que c'est pas très flagrant, mais il faut penser à donner des œstrogènes, soit en ovule ou en crème, dans les incontinences urinaires chez les femmes vieilles. Ça peut donner des résultats. Merci. On remercie Merci à vous et- Merci, Dr C'est Judy. vraiment Merci, professeur Madassi. Et on appelle docteur Bourada pour lui donner. Docteur Bourada. Maintenant, on va passer, bon, la session normalement est finie, on va passer aux questions. Ouais. Mais j'oublie. Alors, bon, Judy, déjà, c'est fait. Donc, c'est pour professeur Froul. Le syndrome génito-urinaire chez la femme ménopausée. Est-ce qu'il y a des questions? Pour professeur Froul. Oui, vous avez été vraiment clair, là, je vois. Ouais. Pour professeur Froul, est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y a une question ici. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voudrais poser la question concernant la femme à tout âge confondu. Hein. On reçoit beaucoup de femmes, et surtout les femmes jeunes. Hein. Donc pour ce problème de dysfonctionnement génito-urinaire, donc motif de consultation concernant la gêne vaginale, elle est très fréquente chez la femme jeune sous pilule. Et je ne sais pas si on ne peut pas parler de cette pilule qui est largement prise par les femmes. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont faites au sujet de la contraception qui peut diminuer. Qui peut diminuer la libido. Donc, je pense que vous parlez de ça, non? De la libido. Parce que pour la sécheresse vaginale, théoriquement, il n'y a pas beaucoup de sécheresse vaginale avec la contraception. Mais par contre,
utiliser l'autre micro, avec... Non, pas. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Donc, je disais que maintenant, le concept de la pilule ultra-mini-dosée, donc on minimise un petit peu le dosage des oestrogènes au détriment de la des progestatifs qui sont utilisés, parce qu'on a compris que maintenant, c'est le progestatif qui est à l'origine du blocage ovarien. Et donc, le fait qu'il y ait une prédominance des progestatifs, ça pourrait avoir un impact sur l'atrophicité vaginale qui pourrait éventuellement générer peut-être des troubles, ce que vous décrivez. Je ne sais pas qui c'est qui a posé la question. Voilà. On ne va pas vous laisser partir sans question quand même. Moi, je vais vous poser la question de la sexualité chez la femme ménopausée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en global? Non, pas en global, parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup de femmes âgées. Oui. Elle accuse quand même, elle vous dit, mon mari veut avoir beaucoup de rapports et moi, j'en peux pas. Donc, j'aimerais donc lui donner un traitement. En général, il y a une demande de sexualité chez ces femmes. Et surtout, une demande imposée par le mari. Parce que, en quelque sorte, les hommes croient que ça... les hommes croient que le rapport sexuel, c'est un témoin de virilité. C'est pour cela que... Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Alors, la sexualité, il faut savoir que ça augmente, le fait d'avoir des rapports sexuels augmente l'espérance de vie. Donc, c'est très important. Voilà. Dans l'espérance de vie, ça protège. Et actuellement, l'espérance de vie en Algérie a augmenté. Et vu les médias et tout ce qui se passe dans les réseaux, la femme veut avoir des rapports sexuels. Donc, pour avoir des rapports sexuels, il y a un tout. D'abord, psychologiquement, il faut avoir envie. On ne le fait pas parce que le mari est demandeur. Donc, il faut qu'elle ait envie, il faut qu'il y ait des préliminaires. Alors, chez la femme jeune, les préliminaires, la femme lubrifie rapidement. Mais chez une femme qui est ménopausée, les préliminaires doivent être plus longs pour avoir plus de lubrification. Et ensuite, il faut reprendre un petit peu l'éducation sexuelle avec la femme, parce qu'il ne faut pas subir, il faut avoir envie. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est très délicat en tout cas. Voilà. Des questions? Tout est dans les préliminaires, dans la lubrification. Voilà. On dit que la femme qui perd... Oui, peut-être. Comme dit professeur Madassi, il faut faire des cours de sexualité aux hommes. Voilà. C'est un motif très fréquent. Nous, on reçoit beaucoup de femmes qui nous parlent de ce problème. Et aussi, faut pas oublier qu'il y a le diabète chez l'homme ou chez la femme? Les deux. L'homme, quand il a son diabète, d'abord, c'est pour ça qu'il prend une deuxième épouse. Généralement, les diabétiques, ils sont prêts à adhérer à une deuxième épouse. Et, je pense que tout le monde sait que les diabétiques, c'est dans deux épouses, parce que bon, pensons blessés, parce qu'il faut qu'ils changent de femme qui puisse plus. Ça, je connaissais pas. Hein. Franchement, je connaissais pas. C'est tout à fait le contraire. Oui. Les diabétiques, ils perdent leur... Parce que le diabétique, il perd un peu la vascularisation. Voilà. Et donc, l'érection n'y est pas. Donc, effectivement, il y a des traitements pour augmenter l'érection. Donc, alors, il y a un traitement qui est efficace. C'est des prostaglandines qu'on met à travers le MEA. Et donc, il doit stimuler le gland et il aura une érection qui se fera de façon rétrograde. C'est spécialement pour les diabétiques, mais qui n'est pas en vente en Algérie. Et non, c'est pas des injections. Vous avez vu pour les gouttes.
Non, c'est du gel, des prostaglandines qui va instiller au niveau du méa. Et il doit stimuler le méa, le gland, pour donner une érection rétrograde. Donc ça va aller du gland vers le bas. Voilà. C'est Vitaros, voilà, j'avais oublié le nom. C'est Vitaros, il fait 11 €. C'est 11 € pour un seul rapport sexuel. En France, il est remboursé à 100%, mais il faut respecter la chaîne de froid. Donc, à un moment, il y avait Zestra qui avait ramené Zestra pour augmenter le désir chez la femme. Et ils n'ont pas pu ramener, c'était un problème de conservation et de chaîne de froid. Voilà. Attendez, pardon? Pas du tout. C'est pas comme les DEX où on fait l'injection, voilà, l'injection dans le corps caverneux. Moi j'ai eu l'occasion de le faire avec certains, soit c'est un micro-pénis, soit c'est des troubles de l'érection. Et donc, généralement, le mari ne veut pas le faire et j'explique à la femme comment le faire. Et donc, ça donne de très bons résultats. Voilà. Non, donc, d'abord, le premier, pour faire le diagnostic, il faut faire l'échodoppler pénienne. Et donc, en faisant une injection d'EDEX, on fait la vascularisation, on voit s'il y a une insuffisance, il y a une défaillance dans l'insuffisance ou pas, vasculaire ou pas. Et le manque de désir, nous on reçoit beaucoup de femmes jeunes qui ont un manque de désir. Il faut raviver la flamme. Vous voyez, quand il y a la cendre, il faut raviver la flamme. Et il y a plein de choses. Si vous voulez, un jour, je vous ferai comment raviver la flamme dans un couple. C'est intéressant, merci. 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 Alors, on passe. À sexe séparé. Pourquoi? Pourquoi? Pour les femmes et ensuite pour les femmes pour les hommes. Ah non, ça marche pas comme ça. C'est le couple. On viendra vous voir à Zeranda. Non, il y a. C'est professeur. On passe à professeur Nadar. L'insuffisance de la réserve ovarienne, le vieillissement. Est-ce qu'il y a des questions pour professeur Nadar? Est-ce que pour le micro, oui. Est-ce que pour le vieillissement du capital ovarien, on incrimine pas la prématurité, c'est-à-dire la puberté précoce? La puberté précoce. Ça dépend si elle a une puberté précoce. Qui n'a pas été traitée, quoi. Oui, la puberté précoce, c'est qu'elle a déjà initialement une réserve qui est basse. Ben oui, elle va avoir une dépression qui va se faire plus rapidement. Mais sinon, ça n'a pas été incriminé comme facteur de risque direct du vieillissement ovarien prématuré. Quand on fait le comptage folliculaire, à partir de combien de nombre de follicules qu'on parle qu'il s'agit d'une insuffisance ovarienne? Alors déjà, le comptage folliculaire, comme je l'ai déjà dit, ça doit se faire par une sonde. Il doit se faire par une sonde endovaginale, de préférence de haute fréquence, 7,5 MHz. Il doit se faire entre le 2e et le 6e jour du cycle, quoique même en fin de cycle, on peut avoir une idée, mais bon, il doit se faire phase folliculaire précoce. On ne doit prendre en considération que les follicules entre 2 et 9 mm, en excluant tout ce qui est kyste, tout ce qui est corps jaune persistant. Et quoi encore? Et on va évaluer notre réserve dans les deux ovaires. Si on a entre 7 et 15, ça veut dire qu'on est chez une femme qui a une réserve correcte. Au-delà de 15, voire au-delà de 20, par exemple pour les critères de la SOPK, de la dystrophie ovarienne, c'est au-delà de 20. Et moins de 7 dans les deux ovaires, on parle justement de réserve ovarienne qui est basse. Ici. Pas de questions? Donc, merci, professeur Nadar. Et on doit clôturer la première session et on invite tout le monde pour une pause café. Ah oui, pardon. Pardon. Il y a professeur Medassi aussi, pour l'éclampsie, justement.
pour la pré-éclampsie. La pré-éclampsie, est-ce qu'il y a des questions pour professeur Madassi? Ah, il y a une question. Merci, professeur. Je voudrais bien savoir, vous avez parlé de l'hygiène buccale, de la cavité buccale. Elle est très importante chez la femme. Entre autres. Entre autres, oui, bien sûr, avant la conception ou là pendant la grossesse. Ces derniers temps, les recherches, ils ont trouvé que le microbiote buccal, il est identique au microbiote placentaire. Donc, est-ce que ça a une relation en ce qui concerne la prééclampsie? Eh bien, justement, c'est comme ça que ça s'est expliqué. Justement, si ce microbiote, on a retrouvé les mêmes germes dans le placenta, les germes qui ont été retrouvés dans les troubles parodontaires. Et donc, c'est comme ça qu'on a expliqué. C'est pour ça qu'on dit que l'hygiène buccale devrait faire partie de la prise en charge, de la surveillance de la femme enceinte. Et souvent, nous négligeons totalement ce côté-là. Quand bien même une femme a un problème dentaire, pour ne pas dire un problème buccal, parce que c'est général, parce que même une altération de la gencive peut être à l'origine. Et souvent, elle n'est pas prise du tout en charge par les dentistes parce qu'ils ont peur de toucher à la femme enceinte. Ils ont l'impression c'est un robinet à sang. Dès qu'on touche, ça va saigner de partout. Or que non, il faut intégrer, par exemple, je ne sais pas, l'hygiène buccale, par exemple, on peut faire un détartrage, par exemple, quand on a du tartre sur les dents, ça peut favoriser l'infection. Je ne parle pas de l'altération des os, du maxillaire et de la dent, mais je parle déjà de la contamination infectieuse parce que ce microbiote va passer justement dans la circulation placentaire. Merci, professeur Madassi. D'autres questions? Moi, j'ai une question à poser concernant les chiffres tensionnels. Jusqu'à quel chiffre on peut faire descendre la tension pour ne pas nuire à la mère et au fœtus? Question très pertinente, oui. Alors, comme nous avons vu, parce que finalement, l'hypertension, c'est une réaction à une diminution du flux placentaire, donc du territoire splanchnique. Vous savez très bien, quand il y a une hypoperfusion, donc la nature favorise les territoires importants qui sont le cerveau, le cœur, au détriment du territoire splanchnique, donc tout ce qui est abdominal. Et hélas, le placenta est là, il est abdominal et on avait vu qu'il y a des microthrombes au niveau du placenta qui font que, et donc pour faire parvenir une perfusion correcte au placenta, cette vasoconstriction aide à pomper du sang pour que l'enfant reçoive ses nutriments via cette circulation. Et donc, ça veut dire que l'hypertension, c'est un outil pour rattraper cette insuffisance vasculaire de perfusion. Or, cette hypertension peut avoir un impact négatif sur l'état de santé maternelle, notamment, elle peut faire un OAP, elle peut faire un AVC, donc ce qui fait que nous, si on traite, parce que l'hypertension est un élément salvateur pour la grossesse, mais pas pour la maman. Et donc, ce qui fait qu'il va falloir jouer un petit peu sur l'équilibre. On doit faire baisser les chiffres tensionnels de façon à éviter les complications aiguës chez la maman. Et l'erreur, justement, c'est de faire baisser les chiffres tensionnels de façon rapide. Parce qu'on, je sais pas, on a une tension à 18, 12. Il faudrait pas qu'en une demi-heure, qu'on arrive à 14,9. C'est très mauvais. Parce que là, vous allez interrompre d'une façon drastique
cette perfusion et vous pouvez générer une mort fœtale. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller tout doucement. Il faut accepter des chiffres limites 14,9, 15,10 s'il le faut. En fonction, parce que maintenant, on associe le Doppler utérin. Donc, en fonction de l'altération des résistances, l'index vasculaire, on peut jouer sur les chiffres tensionnels à atteindre. C'est-à-dire que finalement, si j'ai une diastole nulle, c'est clair que je vais pas à tout prix abaisser les chiffres tensionnels parce que il va falloir préserver un seuil de chiffres tensionnels pour permettre une vascularisation en attendant, par exemple, 48 heures faire un transfert du nouveau-né à donner une corticothérapie, par exemple. Voilà. Pas de questions pour professeur Madassi? On a parlé du Doppler utérin, des artères utérines, mais on n'a pas parlé de est-ce qu'il y a une possibilité de savoir si le fœtus a un besoin d'oxygène et tout ça, donc par le Doppler de l'artère ombilicale. Oui. Pronostic, oui, justement. Le degré d'atteinte fœtale. On a le diagnostic, mais le Doppler ombilical, ça veut dire que l'hypoperfusion est là, l'enfant il est en souffrance chronique. Et si je dois aller encore beaucoup plus poussé pour voir quel est l'impact de cette hypertension, de cette prééclampsie sur l'état fœtal, on va faire le Doppler cérébral. Je vous dis maintenant, on a même intégré le Doppler ophtalmique, c'est encore plus. Et puis le Doppler, il y a quand même une sensibilité qui n'est pas optimale, qui n'est pas de 100%. C'est pour ça que nous intégrons maintenant les valeurs biologiques, le SFLT1, qui est un élément pronostic indéniable. D'autres questions? L'hypoglycémie. Donc, je pense que vous avez fini. Bon, si vous avez fini, je demanderai à l'assistance de sortir de ce côté-là, du côté, il y a la pause café juste à côté, où on revient dans une demi-heure, parce qu'on a encore du travail à faire. Même